Guinée, de la violence politique à la violence d'État. À tous ceux qui souhaitent engager un débat éclairé, respectueux et nécessaire, je les invite à explorer les méandres de notre histoire commune. L'histoire se construit avant tout sur des faits, et non simplement sur des opinions. Cet écrit ne doit en rien être considéré comme un essai ou une romance. Ce document a une destination précise, éclairer ceux qui me liront, qui sont issus des générations des 40 dernières années, et qui ont soif de connaître la jeunesse de notre histoire commune. Cette histoire n'est pas tronquée à des fins de positionnement politique ou communautaire. Elle s'adresse également à ceux qui, pendant longtemps, n'ont pas donné suffisamment d'informations pour parfaire les fondements de notre histoire commune, avec courage, neutralité et probité. La Guinée y est traitée pour la majorité du récit, mais cela concerne l'ensemble des pays limitrophes de la sous-région et bien au-delà. Ces pays qui abritent de fortes communautés guinéennes demeurent depuis 1958 le plus grand vivier de ressortissants guinéens. Demain, ces ressortissants hors de leur pays natal depuis trop longtemps seront une chance pour la reconstruction nationale. À ce titre, ces pays portent en eux le potentiel humain nécessaire à la résurrection. Je souhaite que vous preniez soin de pénétrer les entrailles de ce narratif qui se veut exhaustif et clair pour la meilleure compréhension de chacun. Des termes jetés en pâture tels que transition, refonte de l'État, retour à l'ordre constitutionnel et respect des institutions circulent, servant à justifier l'inacceptable. Ils font que jamais nous ne devrions accepter une prise de pouvoir illégale, même si elle est présentée sous le prétexte fallacieux de protéger les intérêts du peuple, tout en négligeant ses droits fondamentaux. Ces droits, sans être remis aux calendes grecques, incluent l'organisation immédiate d'élections libres et transparentes, comme stipulé dans la majorité des constitutions en vigueur. Le CNRD, arrivé par la force, par infraction, a suspendu la vie des Guinéens pendant 4 ans, s'accaparant le pouvoir et prétendant que le peuple était immature. Or, rappelons-nous que le 28 septembre 1958, le peuple guinéen a choisi, en toute liberté, l'indépendance immédiate et la proclamation de la République. Dès lors, de qui se moque-t-on? Et il est donc légitime de s'interroger. Le bâillonnement de la démocratie ouvre la voie à l'arbitraire. Le CNRD, au-delà de ses figures emblématiques, semble ignorer qu'il s'agit d'un destin collectif, façonné par des hommes et des femmes qui investissent leur action historique au service d'un projet sociétal dont l'État est l'incarnation. L'État, gardien de la souveraineté nationale, appartient au peuple. Il doit être l'instrument du pouvoir politique et le porte-parole de l'intérêt général, capable de rassembler les énergies autour d'un projet de société démocratique. Cette vision est diamétralement opposée à celle affichée par le CNRD. Jean-Jacques Rousseau a affirmé que la démocratie est un gouvernement si parfait qu'il convient aux dieux et non aux hommes. Faute de voir les hommes devenir des dieux rapidement, nous devons nous résigner à une démocratie imparfaite. Sinon, nous risquons de perdre notre boussole et de nous retrouver piégés dans un cycle sans fin de refondation de l'État. Les véritables détenteurs du pouvoir politique, légitimés par le peuple à travers les urnes, sont ceux qui doivent gouverner. Le CNRD, par ses manœuvres, ne peut être légitime. L'usage de la force par les armes le disqualifie, et l'expérience du coup d'État de 1984 ne saurait servir d'excuse pour absoudre les auteurs de tels actes. L'exemple de Dadi Camara, qui n'a jamais entre autres reconnu ses responsabilités, est suffisamment édifiant. La junte, elle-même illégitime, n'a pas le droit d'indemniser les victimes. D'où proviennent ces fonds, et sur quelle base législative légale s'adossent-elles? Ce qui serait salutaire pour les victimes de violences, c'est la reconnaissance et la réhabilitation de chacun dans un état de droit. Cette opération de charme ne sert qu'à accréditer le CNRD au pouvoir, avec comme finalité des élections déjà biaisées. La tentation est forte pour certaines victimes du stade du 28 septembre, y compris les enfants des victimes du camp Boiro, de se contenter d'une indemnisation symbolique. Cela s'apparenterait à tourner la page sur les atrocités subies par leurs parents et de mettre tous les autres assassinats jusqu'ici impunis, tels que ceux du 4 à 5 juillet 1985 ou les assassinats de 2007. Il est crucial de ne pas porter le fardeau de la honte et de ne pas ignorer les morts de 2010 et de 2020, qui sont, hélas, considérées comme des pertes négligeables. C'est par la justice que la Guinée pourra se relever dignement, d'abord aux yeux de son peuple, puis aux yeux du reste du monde. Malgré les manœuvres du CNT, si le CNRD tentait de se légitimer par les urnes, l'élection qui en résulterait serait caduque, tout comme celle de 2020.
La seule alternative au CNRD serait d'organiser des élections sans que ses membres ou ceux des gouvernements sous son égide puissent s'y présenter. Ceux qui aspirent à une action politique devraient abandonner leurs uniformes, quitter l'armée et se présenter aux élections futures. ATT, Amadou Toumani Touré, au Mali avait su, à son époque, comprendre et honorer la démocratie. À titre d'exemple, et ce qu'il faut retenir, c'est que face à la constitution élaborée sur mesure pour lui en 1958, le général Charles de Gaulle finira par se soumettre à la volonté des Français en 1969. Il perdit le référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation, le peuple de France ne se reconnaissait plus en lui, et il finira par entrer à Colombey les deux églises. Il reste clair que si le référendum du 28 septembre 1958 en Guinée s'était fait sur la seule personne de Sékou Touré, l'issue de cette consultation aurait été tout autre. Le peuple de Guinée à cette époque n'aspirait qu'à la liberté avant toute autre considération. C'est dire que cette nouvelle constitution, dont l'issue du vote n'est liée qu'à la seule personne du chef de la junte, périclitera comme toutes les autres qui se sont succédées depuis 1958. Nous sommes à la croisée des chemins, à un moment où il est crucial d'approfondir nos idées et nos postures. Prenons quelques pays en exemple pour comparer leur expérience constitutionnelle avec la nôtre. En premier lieu, la France a connu 15 constitutions depuis 1791 jusqu'à 1958, ce qui lui a valu d'être qualifié de musée de la Constitution en raison de la succession de régimes politiques tels que la monarchie, la République et l'Empire. Cependant, depuis la création de la Constitution de 1958, après la fin de la 4ème République qui n'a duré que 12 ans, la France a maintenu la même Constitution pendant 67 ans. En second lieu, les États-Unis ont une constitution qui date de 1787 et qui n'a subi que peu de modifications jusqu'à nos jours, avec seulement 27 amendements ratifiés. Il s'agit d'un document vivant qui évolue avec la société et qui a déjà 238 ans d'existence. En troisième lieu, la Suisse n'a connu que 3 constitutions depuis l'établissement de l'État fédéral, celle de 1848, celle de 1874 qui a duré 125 ans jusqu'en 1999, et celle de 1999 qui n'a subi qu'un léger toilettage. Comparativement, et quel gâchis sur l'état de la Constitution, notre pays a connu une toute autre expérience. En 67 ans d'existence, nous avons eu 5 constitutions, 1958, 1982, 1991, 2010 et récemment 2020. Et voilà que se profile à l'horizon une nouvelle constitution en 2025. Cela tend à démontrer que c'est la qualité des hommes et des institutions qu'il faut remettre en cause, plutôt que le contenu des textes proposés. Il est temps de nous interroger sur notre aptitude à vivre pleinement l'idée d'une démocratie concertée, qui dépasse les limites d'une démocratie représentative et promeut une participation citoyenne plus substantielle. Il est nécessaire de promouvoir une délibération publique plus poussée, visant à former des volontés collectives et à favoriser ainsi la démocratie délibérative, fondée sur l'échange d'arguments et la confrontation raisonnée des idées. En cherchant à maquiller la date du 21 septembre 2025 avec celle du 28 septembre 1958, les démoniaques se trouveront démasqués. Lorsqu'un groupe issu de l'armée suspend la Constitution, l'armée ne peut plus prétendre être républicaine. Elle devient alors l'instrument d'un homme ou d'un groupe d'hommes, perdant ainsi la plupart de ses valeurs fondamentales que sont la loyauté, le devoir, le respect, le service, le désintéressement, l'honneur et la dignité, ne conservant que le courage personnel. La mission régalienne de l'armée est de défendre l'État et ses intérêts contre les menaces extérieures. Il est essentiel de noter que notre armée a connu une histoire complexe mais également complice depuis l'avènement de la Première République, particulièrement lors de l'introduction de la politique au sein des camps militaires de 1969 à 1984, qui a eu des conséquences graves, notamment de nombreuses disparitions jusqu'en 1984. Un exemple qui illustre mon propos a commencé par les assassinats du pseudo-complot Caman-Fodéba, de même que toutes les autres exactions qui suivront. Au regard de tous les crimes commis depuis 1958, l'armée doit impérativement se maintenir dans une attitude de neutralité absolue, elle doit soutenir les politiques nationales tout en défendant la Constitution. Or, force est de constater que l'armée n'est pas en reste, elle est intervenue de manière répétée et illégitime dans la vie publique et politique de notre pays, essentiellement de 1984 à 2008, puis de fin 2008 à 2010, et finalement de 2021 à nos jours. Cela représente une période plus longue que celle de tout gouvernement civil en fonction depuis l'indépendance. Ces interventions récurrentes de l'armée dans la vie politique du pays auront à terme des implications fâcheuses pour la stabilité et la démocratie.
Il est le lieu ici de rappeler que la destitution d'un chef d'État ne doit pas entraîner la suspension ou la dissolution de la Constitution. Seule la Cour suprême détient ce pouvoir. La Constitution est la norme suprême dans un État de droit, et tout chef d'État est subordonné à son autorité, sans exception. En démocratie, la prééminence du politique sur l'armée est essentielle. A l'inverse, c'est le chemin vers l'instabilité qui s'ouvre. Il est vital de se rappeler que le politique incarne l'intelligence, tandis que la guerre n'est qu'un outil, et non l'inverse. L'armée aujourd'hui, sous un étendard assimilable à une armée prétorienne, serait-elle vraiment en guerre contre le peuple guinéen, au point de militariser le pays, où les éléments de la guerre s'invitent dans la vie quotidienne des citoyens, créant une atmosphère d'oppression qui menace les libertés individuelles et collectives? On est en droit de s'interroger. Le CNRD doit se ressaisir pour éviter de commettre l'irréparable, faute de quoi Simandou 2040 pourrait devenir une énième aberration. Il est impératif d'inviter tous les acteurs politiques et les membres de la société civile à participer à une consultation large et inclusive, afin d'aborder avec courage, sans aversion ni passion, les zones d'ombre qui entachent notre histoire politique, marquée par la tristesse et la douleur. Ce devoir de mémoire constitue une étape essentielle, un acte sacrificiel que Dieu nous accordera si nous aspirons à vivre dans sa grâce. Notre histoire politique ne doit souffrir ni d'amalgame ni de naïveté. Il est crucial d'opérer un tri lucide, car le camp Boiro, qui a englouti des ailés du régime de Sékou Touré, a également fait des victimes innocentes, y compris de nombreux modérés du PDG, tels que Madame Camara Lofo, messieurs Jean Faraguet, Émile Condé, Bangali Camara, Camara Bala et bien d'autres. Tous ont avec le temps, et l'euphorie s'estompant, pris leur distance avec le dictateur face à ses dérives obsessionnelles pour le pouvoir absolu. Avec discernement et clarté, nous devons rendre à chacun son véritable statut, démêler le vrai du faux et distinguer qui a été qui, pour permettre le repos de leurs âmes, tout en espérant obtenir en retour notre absolution. Nous sommes accablés par le poids du déni et du mensonge collectif, et si nous poursuivons sur cette voie, nous allons droit dans le mur. L'histoire de la violence politique en Guinée commence le 14 avril 1954 avec l'empoisonnement à l'hôpital Noël Ballet de Yacine Diallo, l'un des 2 premiers députés de la Guinée française. Son assassinat, survenu après un malaise à l'Assemblée territoriale, est attribué à une figure tristement célèbre du PDG, une pratique courante sous le régime de Sékou Touré. Un autre cas notable est celui de Jean-Paul Alata, ancien ministre et détenu au camp Boiro, qui fut empoisonné en septembre 1978 en Côte d'Ivoire sur ordre de Conakry. Il est l'auteur de Prison d'Afrique, un ouvrage dénonçant le régime sanguinaire du parti-État, qui devait initialement s'intituler La vérité du ministre. Le second député de Guinée, Mamba Sano, a également joué un rôle clé dans l'histoire politique du pays. Membre de l'Union forestière et conseiller général de la préfecture de Beila de 1946 à 1953, il a siégé à l'Assemblée nationale française au sein du groupe URR, Union républicaine et résistante, et a participé à la fondation du PDG, section du VRDA. Après avoir quitté le parti, qu'il jugeait trop communiste, il a contribué avec d'anciens membres de l'UFOM, Union forestière et de l'Union du Mandé, à la création du BAG en novembre 1954, dont Keita Koumandian deviendra le futur secrétaire général dudit parti. La disparition tragique de Yacine Diallo a entraîné des élections partielles le 27 juin 1954, qui ont été marquées par des violences. Malgré des suspicions de fraude, l'administration coloniale, sous l'autorité du gouverneur Jean-Paul Parisot, a incité Sékou Touré à respecter le résultat du vote. Cependant, selon des procès-verbaux conservés dans les archives coloniales, il apparaît que Barry Diawandou avait effectivement remporté l'élection, malgré quelques irrégularités. Néanmoins, le résultat a été validé le 21 janvier 1955 par une majorité des députés présents à l'Assemblée nationale, en l'absence délibérée de ceux de l'UDSR. Le Parti communiste et le RDA ont voté contre cette validation, qui a provoqué des émeutes à Conakry et dans d'autres localités, entraînant des blessés et des morts. Cette situation a entraîné un amalgame et une distorsion des faits historiques, souvent utilisés par le PDG, omettant de dire la vérité au peuple guinéen comme le cas de Mbalia Camara, victime d'un accès de colère du chef de canton de Tondon le 9 février 1955, l'a été pour des raisons strictement liées à des prélèvements d'impôts. Ce fait divers tragique sera présenté à tort comme un incident à connotation politique. En réalité, elle n'a jamais été assassinée pour des motifs politiques, mais le PDG a choisi de la transformer en martyr dans une tentative de discréditer les partis politiques adverses. Il est impératif de dénoncer ce mensonge persistant.
Ce malheureux incident, bien que déplorable, ne peut en aucune manière être attribué ni à la DSG ni au BAG, qui n'ont jamais opté pour la violence comme moyen d'affirmation politique. Sékou Touré et Ouezin Coulibaly ont su exploiter cette mort tragique pour unifier et mobiliser davantage les populations locales. Sous l'égide du PDG, ils ont organisé une longue marche funéraire qui a contribué à instaurer un climat d'insécurité de plus en plus palpable. Revenant sur le sujet épineux du prélèvement obligatoire de l'impôt sous l'Empire colonial, le PDG avait incité très tôt ses militants au refus de s'acquitter de cette obligation civile, leur inculquant la désobéissance civique. Cependant, après l'indépendance, le même PDG frappé par l'effet boomerang a obligé les citoyens laborieux à s'acquitter de l'impôt révolutionnaire, qualifié de norme, sous peine d'être dénoncés et emprisonnés. Ce sont les rapports incestueux du PDG avec ses militants qui ont conduit ce parti à la fuite en avant, sans véritable projet de société. Dans leur médiocrité, les caciques du parti ont fait de la Guinée un laboratoire expérimental aveugle, utilisant le peuple de Guinée comme cobaye. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer les effets dévastateurs profonds de cette politique. Nous conviendrons ensemble que la commémoration de nos martyrs est un devoir national. Arrivé au pouvoir, le PDG a fait preuve d'irresponsabilité en omettant de commémorer, dès le 2 octobre 1958, tous ceux qui sont tombés, sans distinction communautaire ou partisane, appelant ainsi tous les Guinéens à l'apaisement, à l'unité nationale et au pardon. Le PDG, fidèle à sa nature, a sournoisement choisi de ne pas inscrire au panthéon de notre histoire commune le nom de nos martyrs disparus pour la liberté. Cela démontre que Sékou Touré a adopté une position unilatéraliste privilégiant la justice des vainqueurs revanchards. Il s'est employé à tisser une toile meurtrière pour distraire l'attention de ses forfaitures et de sa trahison envers les martyrs de l'indépendance. Cette malédiction de crime contre l'humanité doit être expurgée. Les détails de l'histoire revêtent une importance capitale et doivent être portés à la connaissance du grand public, peu importe les réticences. En juin 1954, des violences et des assassinats furent commis contre des militants de l'amicale Gilbert Vieillard et de l'Union de la Basse-Côte. Ces heurts furent délibérément provoqués par des éléments du PDG, Parti démocratique de Guinée, manipulés par ses responsables. Il convient de rappeler que ces violences survinrent dans un contexte électoral tendu, marqué par la candidature de Barry Diawandou, soutenu par Maître Fodé Mamoudou Touré qui fut sénateur du second collège et de M. Karim Bangoura qui fut conseiller. La métropole, jugeant le gouverneur Jean-Paul Parisot trop proche de Barry Diawandou, décida d'envoyer Robert Buron, député de la Mayenne et ministre de la France d'Outre-mer sous la 4ème République, pour ramener l'ordre dans cette colonie. Au cours de sa mission, Robert Buron promit à Sékou Touré que l'élection de 1956 serait transparente. Le changement de gouverneur s'opéra rapidement. Charles-Henri Bonfils étant nommé en juillet 1955, puis remplacé par Jean Ramadier, jugé plus favorable au RDA, en vue des élections du 3 juin 1956, facilitant ainsi l'élection de Sékou Touré. Jean Ramadier, sa mission accomplie, quittera définitivement la Guinée en février 1958, quelques mois avant le référendum, pour se rendre au Cameroun. Là-bas, comme en Guinée, il utilisera des pratiques habituelles de pression et de manipulation des urnes pour faire voter contre André-Marie Mbida, député à l'Assemblée nationale, et faire élire Amadou Ahidjo, candidat de la métropole. La déclaration de Robert Buron à Sékou Touré lors de son arrivée en Guinée revêtait une signification profonde quant au résultat de l'élection de 1954, qui fut selon lui marquée par un manque de transparence, et il promettait à Sékou Touré que la prochaine élection de 1956 et celles qui suivront seraient scrutées et transparentes. L'analyse historique nous montre que les territoires coloniaux étaient le théâtre des manœuvres politiques orchestrées depuis la métropole. Cela s'inscrivait dans la continuité de la stratégie de Paris, qui, au gré des rapports de force sous la 4ème République, et bien au-delà avec l'émergence de la 5ème République, la métropole tirait les ficelles, comme nous le constaterons dans le cas spécifique du Niger. Suite aux élections de 1956 et 1957, qui ont favorisé le PDG, il est intéressant de noter les visites répétées par la suite de Robert Buron en Guinée. La première, en décembre 1963, était qualifiée de visite de travail à Conakry, tandis que la seconde, en 1964, s'apparentait davantage à des vacances, où il venait personnellement voir son ami Sékou Touré. À cette occasion, il fut accueilli en grande pompe, accompagné de son épouse Marie-Louise Buron. Durant son séjour, des ressources publiques guinéennes furent mobilisées pour lui assurer un confort optimal. Véhicules officiels, hélicoptères et visites dans plusieurs régions de Guinée.
À son arrivée, il fut reçu par des figures importantes telles que messieurs Fodéba Keïta, ministre de la Défense et de la Sécurité, Diop Alassane, ministre de l'Information, des Postes et Télécommunications, ainsi que madame Camara Bala, une Française. Le livre Les dernières années de la 4ème République de Robert Buron, ministre de la France d'Outre-mer, publié chez Plomb en 1968, est une source précieuse pour comprendre les événements politiques de cette période. L'extrait de l'ouvrage de Robert Buron offre des aspects précieux sur son expérience personnelle et sur les défis qu'il a rencontrés dans ce contexte. Je suggère de lire avec attention cet extrait intéressant pour comprendre mieux son point de vue sur ces événements. Voici cet extrait. À Conakry, la situation est plus claire encore. Il est évident que la dernière élection a été honteusement truquée pour provoquer l'élimination de Sékou Touré. Celui-ci, que cela plaise ou non au gouverneur et à son entourage, est le leader reconnu des masses urbaines organisées comme de la paysannerie du Nord. Les Peuls seuls suivent encore en apparence les consignes de leur Al-Mami, de longue date ralliée à l'administration coloniale, mais, j'en suis convaincu, la réalité ne correspond en rien à cette apparence. Au pied de l'échelle de l'avion qui m'emmenait au Togo, j'ai entendu le président de l'Assemblée territoriale de Guinée française, un vieux planteur de bananes européen, dire à Bernard Cornut-Gentille, alors au commissaire pour l'Afrique occidentale française, sans beaucoup baisser la voix, un révolutionnaire, votre ministre de la France d'Outre-mer, si vous en avez beaucoup comme cela, gardez-les à Paris, je vous en prie. En fait, j'aperçois bien, me semble-t-il, ce qu'il faudrait faire et comment le faire. Mais où sont les hommes capables d'exécuter la manœuvre délicate que je médite sans risquer de tout faire échouer par maladresse ou par mauvaise volonté? L'équipe de base en place, les exceptions heureuses ne sont pas rares cependant, mais est incapable de comprendre mes sentiments. Et même si elle se montre disciplinée, elle laissera se créer. Faute de finesse et de souplesse, d'inévitables incidents seront immédiatement exploités par les Africains comme par les Européens et portés à mon débit. Le raisonnement entendu un peu partout est toujours le même. Ici, seules les méthodes de force paient. Tout relâchement dans la politique de fermeté nécessaire conduira à l'abandon de nos positions actuelles puis à l'effondrement de la présence française. Les populations africaines ne sont pas assez évoluées pour comprendre un changement de politique. Si elles ne se sentent plus commandées, au sens fort du terme, par l'administration française, elles suivront les leaders nationalistes qui sauront le mieux les impressionner, ceux-là nous détestent et veulent notre départ. L'argument contient la part de vérité habituelle dans les propos des partisans de l'autorité sans faille. Machiavel l'a formulé depuis longtemps, qui condamna sans appel la voie moyenne en politique. Celle-ci reste pourtant la voie de la sagesse. Aussi bien est-il injustifié de prétendre que les leaders politiques indigènes nous détestent de toute éternité comme par fonction et non seulement parce que nous nous opposons à la nécessaire évolution qu'ils souhaitent et qui est nécessaire. Je pense à la répression exercée par Péchot en Côte d'Ivoire et aux déclarations de Le Tourneau à la Tribune, il y a 4 ans, à l'encontre d'Houphouët-Boigny qui rassure pourtant aujourd'hui les administrateurs et la colonie européenne. Ni Konaté, ni Senghor, ni Boganda, ni Wezim Koulibaly, ni Sékou Touré lui-même ne sont des ennemis de la France, bien au contraire. Ils luttent pour l'affranchissement de leur peuple et ils ne sont ennemis que de ceux qui les considèrent comme des adversaires. Mais, si nous savons conduire l'évolution en accord avec eux, ils seront demain les meilleurs défenseurs d'une certaine forme de présence française, culturelle, économique, fraternelle surtout, qui est la seule qui vaille. J'ai déjà changé la plupart des directeurs au ministère. Il faut maintenant étendre le mouvement à la moitié au moins des territoires. Mesmer se révèle un succès à Abidjan, mais après le Togo, il m'a fallu m'attaquer à Madagascar, au Cameroun et maintenant je dois songer au Niger, à la Guinée et aussi à l'Afrique équatoriale. Le travail ne me manque pas pour les jours à venir. Fin de l'extrait. L'implication de Robert Buron dans le processus électoral dans les territoires d'outre-mer, pratiquement dès 1954 jusqu'en 1958, est un aspect intéressant de son rôle en tant que ministre de la France d'outre-mer sous la 4ème République. Pendant cette période, il a joué un rôle prépondérant dans la gestion et la supervision des processus électoraux dans ces territoires. Les années 1950 ont été marquées par des changements politiques importants en France métropolitaine et dans ses colonies. La 4ème République était confrontée à des défis internes et externes, notamment la guerre d'Indochine et de la montée des mouvements indépendantistes en Afrique. Concernant la loi scélérate dite Gaston Defferre, loi numéro 59 à 619 du 23 juin 1956, sa paternité ne peut être attribuée à Gaston Defferre seul. Elle fut co-signée par plusieurs personnalités,
dont le président du Conseil Guy Mollet, ainsi que les ministres François Mitterrand, UDSR, ministre de la Justice, et Houphouët-Boigny, RDA, ministre délégué à la présidence du Conseil. D'autres figures influentes, telles que Léon Pignon, Pierre Messmer et Jacques Kosciusko-Morizet, ont également contribué à l'élaboration de ce texte. Cette loi conférait des pouvoirs considérables au vice-président des conseils de gouvernement territoriaux, notamment en matière de police, et dans le cas précis de la Guinée, elle a permis la création d'une milice dirigée par des nervis, tels que Momojo, avec pour mission principale de perpétrer des assassinats et d'orchestrer des pogroms au sein du BAG, Bloc africain de Guinée, et de la DSG, Démocratie socialiste de Guinée. Il est essentiel de rappeler à notre jeunesse que, durant les périodes de turbulence politique avant le référendum, les habitants du Fouta logeaient en toute confiance chez les résidents Soussou de Conakry, n'ayant malheureusement pas de logement propre. Cette situation a facilité leur identification, notamment par leur apparence physique et leur façon de s'exprimer, comme en témoigne l'expression Soussou et Rossa Rori, et comme dans le livre des rois sur les rives du Jourdain, les ressortissants du Fouta étaient obligés de répéter ce mot. S'ils le prononçaient mal, cela révélait leur origine peul et ils subissaient des violences physiques, souvent jusqu'à la mort. Sékou Touré, alors vice-président du conseil territorial et maire de Conakry, a très largement usé de la violence pour éliminer les militants d'opposition sous les yeux et l'assentiment de l'administration coloniale. Entre 1958 et 1984, Sékou Touré, devenu président de la Guinée, a intensifié l'usage de la violence d'État. Son acharnement ethniciste est gravé dans les mémoires. Notamment entre 1976 et 1977, où sous le prétexte fallacieux d'un complot Peul, documenté dans les colonnes du journal Oroya du 25 septembre 1976, des chefs de famille et non des moindres ont été contraints de renier leur appartenance à la communauté Peul. Un autre épisode tragique de notre histoire s'est déroulé les 4 et 5 juillet 1985, lorsque la violence d'État s'est abattue sur nos compatriotes malinqués de Haute-Guinée, notamment ceux de la Sigmadina et de Mafanko. Des agents obéissant aux ordres de feu Lansana Conté, qui lâcha distinctement le mot fatidique de Wofatara, ont perpétré un véritable carnage, ciblant les individus par leur apparence et leur expression linguistique, causant de nombreuses pertes civiles. Ces événements, encore présents dans nos mémoires, n'ont pas été effacés par les efforts commémoratifs. Ils ont malheureusement inspiré d'autres dérives criminelles, comme en 2010 avec la fameuse affaire du faux empoisonnement de l'eau sous la direction du candidat Alpha Condé. Ce dernier a revendiqué l'héritage de Sékou Touré, avec des conséquences récurrentes, notamment la persécution des Peuls, en particulier ceux de la région de Siguiri, qui sont des habitants de longue date de cette région. Ces atrocités, motivées par une animosité sans précédent, ont leurs racines dans les débuts de la violence politique en Guinée en 1954 et se sont poursuivis jusqu'en mai 1958, 4 mois avant le référendum. Ces actes ignobles, perpétrés par des partisans fanatiques du PDG, visaient à instaurer la peur au sein des populations et à préparer l'après-référendum. Alors que l'urgence était à la mobilisation générale pour faire un choix éclairé face à la nouvelle constitution française, les dirigeants du PDG ont choisi ce moment critique pour instaurer un climat de terreur et affirmer leur domination par la division et la violence. Le 18 septembre 1946 marque une date importante dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance en Afrique de l'Ouest et pourrait expliquer un certain nombre de faits. Ce jour-là, Yacine Diallo signa le manifeste pour la constitution du Rassemblement démocratique africain, RDA, rejoignant ainsi 6 autres figures emblématiques de l'époque. Félix Houphouët-Boigny, Phili Dabo Sissoko, Félix Tchikeya, Sourou Migan Apiti, Gabriel Darboussier et Lamine Gueye. Cette période était marquée par l'autorisation de créer des partis politiques dans les territoires sous domination coloniale, un pas important vers la reconnaissance des droits politiques des Africains. Cependant, malgré son engagement initial, Yacine Diallo ne put assister au congrès de Bamako, pourtant un événement crucial pour la constitution du RDA. Les fortes pressions exercées par le groupe parlementaire socialiste auquel il était affilié, la SFIO, empêchèrent Yacine Diallo de participer à ce congrès. Félix Houphouët-Boigny, qui comptait sur sa participation, fut particulièrement déçu par son absence. Il semble que le ministre français d'Outre-mer, Marius Moutet, joua un rôle dans cette absence, en veillant personnellement à ce que Yacine Diallo et d'autres membres du groupe socialiste ne puissent pas voyager. Les motivations derrière cette absence étaient probablement liées à la proximité de certains leaders africains influents avec le Parti communiste, une affiliation qui suscitait des inquiétudes chez les autorités françaises de l'époque. Cette absence regrettable de Yacine Diallo au congrès de Bamako fut un tournant important dans l'histoire du RDA,
de la lutte pour l'indépendance en Afrique de l'Ouest et de la dérive totalitaire qui s'empara bien plus tard de la Guinée. Le congrès du RDA, qui se tint à Bamako, Soudan français, du 18 au 21 octobre 1946, fut orchestré par Houphouët-Boigny, alors affilié au groupe parlementaire communiste et accompagné de figures telles que Fili Dabo Sissoko, Gabriel Darboussier et bien d'autres, à noter la présence de Guinéens qui sont messieurs Mamba Sano, Abdourahmane Diallo, Ammar Souma et Lamine Kaba. Le congrès de Bamako a été un événement important qui a marqué un tournant significatif dans les relations entre la France et ses colonies. Le 27 octobre 1946, l'empire colonial a été changé par l'Union française, ce qui implique une nouvelle étape dans la présentation des relations entre la métropole et ses territoires coloniaux. Il était notifié l'abolition de l'indigénat. Ce congrès visait en premier lieu à s'émanciper du joug colonial, donc de l'empire colonial, tout en maintenant des liens avec ce qui était alors devenu l'Union française. Cette émancipation fut consacrée par la Constitution de la 4e République, adoptée le 27 septembre 1946. Si Yassine Diallo avait assisté à ce congrès, il est peu probable que Sékou Touré ait pu prendre la tête de la section guinéenne du RDA. Sékou Touré faisait simplement partie d'une délégation guinéenne dirigée par Madera Keita, considéré lui-même comme subversif, et fut contraint de quitter la Guinée en raison d'une mesure d'éloignement. Cette affectation imprévue de Madera Keita et en l'absence d'un autre leadership permit à Sékou Touré de gravir les échelons au sein du RDA, scellant ainsi le destin de la Guinée vers une aventure obscure qui perdure encore aujourd'hui. En 1950, le RDA se distança du groupe parlementaire communiste pour rejoindre le MRP, Mouvement républicain populaire, et établir des liens avec l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance, un parti où François Mitterrand avait également joué un rôle actif. La violence politique, qui demeura impunie entre juin 1954 et mai 1958 sous l'administration coloniale, s'est progressivement transformée en violence d'État à partir de 1959. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, dans un climat d'indifférence quasi généralisé. Ce phénomène, habilement inoculé dans la mémoire collective, nécessite d'être exorcisé pour notre salut. L'urgence en République de Guinée est à la fois historique et éminemment politique. Sans cette prise de conscience, toute action, y compris économique, serait vaine, inutile et vouée à l'échec. Malheureusement, nous avons acquis une expertise dans l'art de l'inefficacité, plaçant souvent la charrue avant les bœufs, et entretenant un mensonge devenu une pratique courante chez les hommes politiques de notre pays. Il est impératif de clarifier les véritables positions politiques au moment du référendum. Tout comme le peuple français en 1789, le peuple guinéen aspirait légitimement, en septembre 1958, à la liberté et à la souveraineté. La majorité des citoyens de l'époque ne s'élevèrent jamais contre le peuple français. Au contraire, nous désirions vivre en harmonie avec tous les peuples du monde, dans le respect mutuel. Bien que des tensions aient existé avec certains hommes politiques et administrateurs français qui refusèrent d'admettre notre droit à l'autodétermination et notre accession à l'indépendance, la seule issue pacifique sans recourir à la violence pour résoudre nos différends avec l'ancienne colonie était alors le référendum. Il est établi qu'avant septembre 1958, aucun citoyen français blanc ne fut ciblé par le PDG, encore moins par les autres formations politiques, la DSG ou le BAG, contrairement à la Côte d'Ivoire, où de nombreux affrontements entre colons et autochtones causèrent des pertes considérables en vie humaine, Houphouët-Boigny n'eut son salut que grâce à son immunité parlementaire. Ainsi, faire croire à une aversion de notre part envers les colons blancs est un fantasme qui a été alimenté plus tard par Sékou Touré dans ses discours enflammés, distillant son inimitié viscérale de l'Occident. Avant l'indépendance, il avait habilement dissimulé ses frustrations, et ne révéla sa vindicte qu'après le 2 octobre 1958. Les actions du cercle restreint du Parti démocratique de Guinée, PDG, durant la Première République ont eu des conséquences fâcheuses et négatives pour le pays. Le cercle composé de ses membres les plus influents et puissants ont pris des décisions motivées par des intérêts strictement personnels ou politiques, plutôt que par l'intérêt général du pays et de sa population. Cela a engendré des conséquences à long terme, contribuant au déclin économique, social et politique de la Guinée. Ils ont utilisé leur pouvoir et leur influence pour accumuler des richesses, renforcer leur position politique. Ils ont excellé dans l'élimination systématique de toute opposition à leur projet en créant un climat délétère, de peur, de répression et de corruption, qui a finalement été nuisible au développement du pays. Le silence demeure à jamais coupable. Les deux familles claniques Touré et Keita qui ont régné sous la Première République et qui finirent par se substituer à ce fameux cercle restreint du PDG autour de l'hydre, n'ont été inspirés que par la haine, la jalousie, la méchanceté, la médiocrité et l'assassinat.
Contrairement à de nombreux pays voisins, les racines de notre déclin en Guinée sont profondément ancrées dans les actions des membres du cercle restreint du Parti démocratique de Guinée, PDG, durant la Première République. Ils ont altéré la véritable histoire de notre nation. Ils ont déformé la nature de nos alliances, qui ont été essentielles pour notre accession à l'indépendance. Ils ont orchestré, sans scrupule, des programmes visant à l'extermination de l'élite guinéenne en fomentant de faux complots, tels que celui impliquant les enseignants entre 1960 et 1961, eux qui ont contribué très sérieusement au maillage du paysage politique. Ils figurent parmi les artisans de notre accession à l'indépendance. Dans leur dérive, ils ont piétiné les sacrifices consentis par de nombreux étrangers d'origines diverses, amis de la Guinée venus porter nos aspirations à la liberté. Ils se sont évertués à détruire l'unité et la volonté politique qui avaient su rassembler autour d'un drapeau et d'un hymne national des hommes et des femmes issus de diverses communautés et cultures, dans un esprit d'écuménisme et de pluralisme. Ils ont transformé la société guinéenne en un vaste espace de répression, instaurant un climat de terreur permanent, visant à annihiler toute forme de résistance et à façonner les esprits, en gommant la richesse de notre diversité culturelle et sociale. Cette diversité plurielle aurait pu favoriser la tolérance et l'empathie, et souligner notre interdépendance face à la richesse de nos différences. Ainsi bâtir efficacement des ponts unificateurs dans notre société globalisée, ce comme à l'image de la Suisse plurilinguistique, pluriculturelle, mais tout cela a été habilement étouffé dans une uniformisation orchestrée par le PDG. Nous rappelant sa médiocrité notoire. La plupart de ces acteurs ont été froidement éliminés. Ils étaient venus librement servir la République, partageant un projet commun, construire la nation guinéenne et forger une société unie. Les meurtres d'état à la liste non exhaustive ont débuté à la mi-janvier 1959 avec l'exécution de prisonniers pour des délits mineurs, comme Shérif Camara, fusillé à Conakry pour un vol de bananes, et Samba Diallo à Kindia pour des motifs similaires. S'ensuivit l'assassinat, sans jugement, d'Ibrahima Diallo, inspecteur du travail et ancien président de l'Association des étudiants en France, dont le seul crime était de vouloir créer un nouveau parti, le Parti progressiste de Guinée, PPG, conformément à la Constitution de 1958, l'occasion pour le régime de liquider les professions libérales telles que les avocats, huissiers, etc. L'imam de Koronti, El Hadj Lamine Kaba, issu d'une lignée de dignitaires religieux, fut également assassiné pour son opposition aux nouvelles directives du bureau politique. Il décéda en prison le 2 mai 1960. Il est essentiel de rétablir un fait. Notre premier président n'a pas été élu, l'élection présidentielle n'ayant pas eu lieu. Il a plutôt bénéficié par entente de la loi scélérate Gaston Defferre en tant que vice-président du Conseil de gouvernement sous la 4e République. Ces mandats électifs étaient devenus caducs avec l'adoption de la nouvelle Constitution française de 1958, qui a entraîné nos différentes ruptures dites positives, d'abord avec l'Empire colonial, puis de l'Union française et enfin d'avec la communauté française, qui elle sera rejetée à l'issue de la consultation du 28 septembre 1958. Ces évolutions, dites positives, entre la métropole et les territoires africains, de l'Empire colonial à l'Union française, puis à la communauté de destin, ont perduré jusqu'aux indépendances et se sont finalement actualisées sous le signe de la coopération à nos jours. Ceci est la véritable ADN de la politique étrangère de la France, véritable toile d'araignée face à ses anciennes colonies. Comme la plupart des rapaces, elle veut nous garder dans ses serres. Tant que nous ne couperons pas ce cordon ombilical dévastateur et malsain, nous ne pourrons pas avoir des relations apaisées et respectueuses avec la France. L'effet négatif et les risques de cette situation sont d'ouvrir encore grandes les portes du marché continental africain, aux Chinois, aux Indiens et aux Russes, plus inquiétant encore, de faire du continent africain le théâtre de nombreux conflits pour son meilleur contrôle par des consortiums d'entreprises écrans. Sékou Touré n'accéda à la présidence de la Nouvelle République que grâce au consentement tacite des partis politiques et des forces vives, mais aussi sous la forte mobilisation et pression de la jeunesse estudiantine. Cette situation s'inscrivait dans un contexte d'urgence, visant à préserver la paix, ainsi que la cohésion sociale. Une élection présidentielle dans la foulée après le référendum aurait été périlleuse, compte tenu des tensions internes et de la menace d'une intervention coloniale. De plus, le retournement d'un des 3 leaders en faveur du oui aurait eu des conséquences catastrophiques. D'une part, l'élimination des 2 autres leaders, comme observé au Cameroun, et d'autre part, la fragilisation de l'entente, qui favoriserait les ambitions de la France de maintenir la Guinée sous son influence. Pierre Messmer avait déjà souligné que la France accordera l'indépendance à ceux qui la réclameront le moins,
après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclameront avec le plus d'intransigeance. Les exemples du Cameroun et du Niger viennent corroborer cette analyse. Un épisode crucial de l'histoire, Barry Diawandou, alors député, a été sollicité pour donner son accord à une intervention militaire des troupes coloniales françaises. Il a catégoriquement refusé et a informé les deux autres leaders de la situation. Par la suite, Jean Risteruxy a annoncé que la France retirerait ses fonctionnaires et mettrait fin à son aide budgétaire ainsi qu'à ses investissements. Immédiatement, sur ordre de Pierre Messmer, des troupes militaires en provenance de Dalaba et du Sénégal ont effectué une saisie des fonds à la Banque centrale pour les transférer à Dakar par bateau, sans en informer ses supérieurs à Paris. Une partie de cet argent, qui n'avait pas pu être récupéré dans la précipitation, a été échangée par Marcel Cross contre d'autres devises avec l'aide de banques suisses, comme il a révélé lors de son audition et incarcération à Kindia. Suite au référendum, la Guinée a été soumise à un embargo concernant l'utilisation du franc CFA. C'est grâce à un prêt de 10 000 livres, prélevé sur les réserves du Cocoa Marketing Board par Kwame Nkrumah, président du Ghana, que notre jeune république a pu fonctionner. À ce jour, ce fameux prêt demeure impayé. L'Union Ghana-Guinée, avortée du 20 novembre 1958. Chronique de politique du monde diplomatique du mois de novembre 1963 et Le Monde, du 7 mars 1966. En ce qui concerne la première élection au suffrage universel en Guinée, elle n'a eu lieu que le 15 janvier 1961, soit plus de 2 ans après le référendum. Les articles 51, 52 et 53 de la première constitution, promulgués le 10 novembre 1958 par une assemblée territoriale française devenue assemblée constituante, ont été adoptés, en dépit de la controversée loi scélérate Gaston Defferre. La constitution suivante, celle du 14 mai 1982, servira à magnifier le rôle révolutionnaire du PDG et a permis à Sékou Touré de verrouiller une dictature sanguinaire, ancrée dans un mensonge perpétuel, comme l'indique son article 1er stipulant que c'est le parti qui a fondé l'État et que cet État ne peut donc que s'identifier au parti qui l'organise, le dirige et le contrôle. Un point historique à relever est la croyance erronée selon laquelle seule la Guinée a voté non en 1958. En réalité, le Niger, sous la direction de Djibo Bakary, se préparait également à voter non, mais l'administration coloniale va tout mettre en œuvre pour tuer dans l'œuf cette volonté populaire. À en croire l'événement du 16 septembre 1958, la direction des services de police du territoire du Niger revient sur un communiqué diffusé la veille par la Sawaba, qui est la section nigérienne du Parti du Regroupement Africain, PRA. La Sawaba y explique sa position à l'égard du projet constitutionnel du général de Gaulle et appelle la population à voter non lors du référendum du 28 septembre 1958. La menace pour la France, tout comme en Guinée, est venue de la loi cadre scélérate Gaston Defferre, qui avait donné à Djibo Bakary un pouvoir considérable en tant que vice-président du conseil territorial et maire de Niamey, soutenu par une assemblée acquise à son parti. Face à cette impasse, Paris dépêcha illico le gouverneur don Juan Colombani au Niger, qui prit ses fonctions le 25 août 1958, comme par hasard le jour de l'arrivée de Gaulle à Conakry, afin de remplacer Louis Rollet, jugé trop proche de Djibo Bakary. Une stratégie a été rapidement mise en place pour contrer l'influence de Djibo Bakary. Paris a sollicité l'aide de personnalités africaines influentes comme Maître Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, qui ont tenté d'intercéder auprès de Pierre Messmer pour établir un gouvernement d'union transitoire. Cependant, la détermination de la France à empêcher toute revendication d'indépendance immédiate dominait, d'autant plus qu'en Guinée le vote, qui s'annonçait massif en faveur du non, était éminent. Une délégation comprenant Maître Lamine Gueye, Amadou Diko et Hubert Maga s'est rendue à Niamey pour contraindre Djibo Bakary à démissionner. Une consultation a été engagée, durant un mois, pour établir une stratégie efficace, incluant la corruption de 32 conseillers territoriaux tous de la Sawaba. Cette manipulation a permis, par un décret signé de Bernard Cornut-Gentille, de dissoudre l'Assemblée territoriale, laissant Djibo Bakary dans une situation précaire, le contraignant à l'exil immédiat, sous peine d'assassinat. Des événements similaires se déroulèrent déjà à Beila lors de la désignation d'un successeur à Paul Této, décédé le 11 mai 1953, ils sont révélateurs d'une continuité troublante de pratiques douteuses de la métropole. Les circonstances exactes de son décès demeurent floues, la version officielle évoquera un accident de voiture, laissant ainsi planer un doute sur les conditions réelles de sa mort. Pour l'élection de Sékou Touré le 2 août 1953, il aura fallu recourir à la corruption des conseillers territoriaux, orchestrée par Bernard Cornut-Gentille, qui bénéficia du soutien total d'Houphouët-Boigny.
Cette intervention massive dans le processus électoral montre jusqu'à quel point les autorités coloniales étaient prêtes à aller pour influencer les résultats. Bernard Cornut-Gentille et Houphouët-Boigny débarquèrent par hélicoptère à Beila, prirent le contrôle de l'élection et proclamèrent Sékou Touré d'office élu, ce malgré le fait que le fils du chef de Beila, Dougou Tigui surnommé Douti Camara, avait réellement gagné face à Sékou Touré et devant Mambassano. Sa victoire au forceps a conditionné son allégeance envers ses mentors, son indépendance politique devint alors limitée. Les alliances et les soutiens étaient cruciaux dans les luttes politiques de l'époque. Il aura fallu le soutien de personnalités influentes pour remporter cette élection de 1953. En témoignent les échecs précédents de Sékou Touré dans ses tentatives d'élection en Haute-Guinée et en Guinée forestière qui montrèrent que son succès n'était pas garanti et que le soutien de ses mentors a été déterminant. L'implication à différentes époques de l'histoire politique de notre pays par des personnalités étrangères dans les processus électoraux guinéens montre à quel point les pratiques douteuses et les ingérences extérieures ont pu nous nuire. D'abord celle de Bernard Cornut-Gentille dès 1953 jusqu'en 1958, puis celles inexpliquées de Bernard Kouchner, du président Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et du général Siaka Toumani Sangaré du Mali en 2010. Implication de ces personnalités dans un pays supposé majeur et souverain. Dans le cas d'espèce, il faut chercher l'erreur de 2010, elle se trouve dans l'inconsistance de nos hommes politiques d'alors. Les trucages électoraux, notamment dans le cas de l'élection de Sékou Touré en 1953 à Beila, puis de 1956 et 1957, ainsi que de l'élection présidentielle de 2010, suggèrent que les pratiques douteuses ont perduré au fil des années. La comparaison entre les événements de 1953 et ceux de 2010 montre que les ingérences extérieures ont continué à affecter les processus électoraux guinéens, malgré les changements politiques historiques. À la suite des élections de 2010, la duperie et la supercherie ont montré, de part et d'autre, des comportements peu honorables. L'une des trois formations en lice était arrivée au second tour de toute évidence, mais cette position lui a été subtilisée par entente des deux autres formations, chacune imaginant une stratégie pour le second tour, l'un profane en politique et l'autre rompu à la politique, un véritable baroudeur. L'élection du second tour, qui a eu lieu 4 mois après le premier tour, a défié la loi électorale dans sa mise en œuvre, qui avait pourtant permis au premier tour de se dérouler sans problème. Finalement, ce processus a abouti à un résultat décevant en accouchant d'une souris. Ma critique porte sur le manque de transparence et d'honnêteté dans le processus électoral à tous les niveaux, des partis politiques, des sociétés civiles et de l'État, cet État dépouillé de tous ses attributs, entre les mains d'une junte aux abois. Sékou Touré, dans sa trajectoire, doit une grande partie de son ascension au GEC, groupe d'études communistes français, et aux syndicalistes communistes français qui l'ont formé. Il a également bénéficié du soutien du MRP et de l'UDSR, qui ont contribué à le crédibiliser auprès des cercles politiques métropolitains. Des figures comme Robert Buron, Charles-Henri Bonfils et Jean Ramadier ont su préparer efficacement le terrain électoral, facilitant son élection en 1956 et 1957. De plus, le PDCI GERDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a apporté un soutien financier considérable et continue à la section RDA en Guinée depuis 1952, ce qui a indirectement favorisé l'émergence du PDG. Sékou Touré a été désigné comme suppléant grâce à la volonté d'Houphouët-Boigny lors de l'élaboration de la Constitution française de 1958, dirigée par Michel Debré, ministre de la Justice, pour joindre le groupe du Comité consultatif constitutionnel, créé par le général de Gaulle, qui comprenait des personnalités telles que Lamine Gueye, Léopold Sédar Senghor, Gabriel Francesco Lizette, homme politique tchadien, et Philibert Tsiranana, contraint de choisir entre une adhésion totale à la Constitution gaulliste ou un rejet complet. Le 8 août 1958, De Gaulle a imposé ce choix sans condition, mettant ainsi dans une situation délicate de nombreux représentants politiques désireux de maintenir des liens avec la France. Les électeurs africains, quant à eux, ainsi que leurs assemblées législatives, ont été sciemment écartés du processus et pour cause. Sékou Touré, bien que choqué par les propos intransigeants de Gaulle, a adopté une position prudente, espérant à tout moment un revirement de situation. On le reverra dans cette même posture après son allocution du 25 août 1958. Il passa l'essentiel de la nuit en compagnie de Nabihullah et de Bernard Cornut-Gentille à concocter une stratégie vaine pour ramener le général de Gaulle à de meilleurs sentiments. À l'inverse de Sékou Touré, Senghor a exprimé son mécontentement, déçu de voir son projet confédéral considéré comme anti-français. Quant à Djibo Bakary, chef du gouvernement du Niger, il a dénoncé, dès le 9 août 1958, à la radio, l'alternative gaullienne comme étant un chantage visant à étouffer économiquement les territoires concernés.
dans la préparation de la Constitution de 1958, qui faisait naître une troisième étape des rapports entre la France et les territoires, d'abord de l'Empire colonial, puis de l'Union française, pour enfin évoluer vers ce qui sera la communauté de destin que proposait de Gaulle, cette communauté qui se voulait innovante en octroyant une certaine autonomie positive et moderne au territoire, tout en œuvrant à maintenir la France comme puissance dominante, conservant les principaux leviers que sont l'armée, la finance et les affaires étrangères. Bernard Cornut-Gentille a utilisé tous les moyens à sa disposition pour imposer Sékou Touré au sein du comité constitutionnel consultatif. Un mémorandum visant à introduire une clause garantissant l'autodétermination à tout territoire qui en ferait la demande a été préparé, mais a été rejeté sous les recommandations d'Houphouët-Boigny. Léopold Sédar Senghor fut désigné pour remettre un exemplaire dudit mémorandum à l'Assemblée nationale. Gabriel lisait une copie à Houphouët-Boigny, quant à Sékou Touré remit la même copie à De Gaulle. Lors de son passage à Brazzaville le 24 août 1958, De Gaulle a révélé de nouvelles dispositions, affirmant que l'adhésion à la communauté ne signifiait pas un renoncement définitif au droit à l'indépendance, tout en laissant flou le délai accordé pour cette possibilité. Cette information n'a pas été communiquée à temps aux chefs de gouvernement ou de partis politiques des autres territoires lors de cette tournée africaine. En dépit du discours du 25 août 1958, ce qui a déçu De Gaulle et même Houphouët-Boigny, c'est le revirement de Sékou Touré. Il est désormais reconnu qu'il n'a jamais véritablement lutté contre le colonialisme en Guinée, se contentant d'expressions syndicales récurrentes concernant le Code du travail, tout en maintenant des relations cordiales avec ses interlocuteurs français, notamment les membres du Parti communiste, du MRP, de l'UDSR, plus bizarrement avec Cornut-Gentille et particulièrement avec Houphouët-Boigny, son mentor. Sékou Touré a maintenu tous ses mandats électifs, cherchant à conserver une influence politique au sein du système colonial. Il a continué à percevoir un salaire de l'administration coloniale française jusqu'au 28 septembre 1958. Cela montre bien qu'il a exploité ses relations pour en tirer des avantages personnels. Sékou Touré a mené une stratégie politique, en équilibrant ses ambitions personnelles et son engagement frileux pour l'indépendance de la Guinée. Sans les revenus générés par l'empire colonial et le soutien financier du Rassemblement démocratique africain, RDA, avec l'appui d'Houphouët-Boigny, quel aurait été le destin politique de Sékou Touré, manquant de qualifications solides et de financement pour son propre parti, hormis quelques maigres cotisations, obtenues souvent par la contrainte exercée par les femmes sur leurs époux. Sékou Touré a trahi ceux qui l'ont accompagné dans la conquête de l'indépendance et la création de la République. Il a ensuite passé une grande partie de son mandat de 26 années à dénoncer le colonialisme français, et plus tard, l'impérialisme américain. Son ambition démesurée obsessionnelle à l'image de son aïeul était de régner sur un empire, même pour un jour. Il avait d'abord imaginé les limites de cet empire comme étant celles des frontières de l'AOF, avant de sombrer dans une quête de pouvoir à l'échelle continentale avec la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Fort heureusement, l'année 1984, le coup du glas lui a été asséné, pensant être couronné chez lui, en présence de nombreux chefs d'État et devant le monde entier. L'assemblée de l'OUA à Conakry qui a finalement avorté mettra fin définitivement à sa folie démoniaque. Les relations entre les pays africains et les leaders politiques de l'époque ont été marquées par des conflits et des désaccords importants. Le conflit entre les deux groupes, celui de Monrovia puis celui du Maroc, a reflété des différences idéologiques et politiques, notamment en ce qui concerne la coopération régionale et la souveraineté nationale. L'émergence de Samuel Doe dans l'échiquier et son rôle dans l'assassinat de nombreux dirigeants libériens est un épisode sombre de l'histoire du Libéria. Il montre les conséquences dévastatrices de la violence politique et de l'instabilité. Le soutien à Samuel Doe de Sékou Touré en tant que pseudo-leader du panafricanisme et défenseur de la souveraineté africaine a fini par entamer sa crédibilité. Il aurait vu en Doe un allié potentiel, un moyen de promouvoir les intérêts de la Guinée dans la région. Il paiera ce machiavélique calcul en essuyant un refus cinglant de la part des présidents présents lors du sommet de la CEDEAO au Togo en mai 1980. Ceci démontra que les autres leaders africains n'étaient pas convaincus par les arguments de Sékou Touré en faveur de Samuel Doe, et partant de là que Samuel Doe n'était pas considéré comme un leader légitime ou acceptable par la communauté régionale. Les relations entre les pays africains et les leaders politiques de l'époque ont été complexes et marquées par des intérêts et des agendas divergents. Les conséquences de ces conflits et désaccords ont eu à avoir un impact important sur la stabilité et la coopération régionale en Afrique. L'ironie de l'histoire se manifestera le 26 mars 1984, lorsque Sékou Touré, conscient de sa fin imminente, se rend aux États-Unis pour recevoir des soins à la Cleveland Clinic Main Campus, malgré sa célèbre déclaration « Je préfère la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ».
Des soins qu'il souhaitait ardemment obtenir alors que le peuple guinéen, lui dans une misère noire, n'a jamais bénéficié de moindres attentions sanitaires durant tout son règne, ce peuple qui avait souvent à choisir entre la peste et le choléra, soit entre la prison à ciel ouvert, soit les geôles du camp Boiro que Sékou Touré avait lui-même savamment fait construire. Ses successeurs et ses héritiers politiques devraient nous éclairer sur les raisons de son choix. Celui de se faire soigner en Amérique plutôt qu'en Chine, en URSS ou à Cuba, et pourquoi n'a-t-il pas choisi de mourir dignement parmi son peuple? Pourquoi sa famille a-t-elle cherché refuge aux États-Unis, plutôt qu'en Chine ou quelconques autres pays de l'Est, derrière le rideau de fer, vivant chichement aux USA des revenus du sous-sol guinéen, dont le peuple ne profite pas depuis plus de 67 ans? Ces questions demeurent en suspens et nous incitent à approfondir notre recherche sur les faits historiques pour découvrir les zones d'ombre qui entourent son héritage. Les archives déclassifiées de l'administration coloniale française, ainsi que celles de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales de Guinée, pourraient apporter des réponses à ces interrogations. Nous devons aussi mettre la lumière sur des faits que certains leaders politiques guinéens motivés par un engagement authentique ont choisi de démissionner de leur poste dans l'administration coloniale pour marquer leur opposition au colonialisme et leur engagement envers l'indépendance de la Guinée. La décision de quitter l'administration coloniale reflète un souci d'éthique morale et politique, en mettant un terme et refusant de collaborer avec un système qu'ils jugeaient injuste et oppressif. Ils ont marqué une volonté solidaire de libérer leur pays de la domination coloniale et prendre en main son destin. L'exemple de Barry III, qui a quitté son poste d'inspecteur des contributions directes comme cadre métropolitain pour rejoindre le cabinet de Maître Fodé Mamoudou Touré en tant qu'avocat, illustre cet engagement authentique pour l'indépendance. Il est certain que d'autres Guinéens aient également fait des choix similaires, en sacrifiant leur carrière et leurs intérêts personnels pour défendre la cause de l'indépendance. Sékou Touré, en revanche, prônait une indépendance partielle, voulant garder la Guinée pour un temps dans la communauté, plaidant ainsi pour le maintien d'une fédération avec la France, qui conserverait des leviers de pouvoir essentiels. Ce modèle a été rejeté par son mentor, Houphouët-Boigny, qui refusait de servir de vache à lait pour ceux des autres territoires. Ce n'est donc pas le parti PDG qui a façonné l'État, mais bien tous ces hommes et ces femmes, par leur courage, par leur engagement envers l'entente, qui ont véritablement construit l'État et souhaité la naissance de la nation guinéenne. Le 25 août 1958, à 17h, Charles de Gaulle fit une escale qui n'était pas prévue à l'origine à Conakry en provenance de la Côte d'Ivoire. Cette venue fut possible en grande partie par l'insistance de Bernard Cornut-Gentille, qui semble-t-il entretenait des relations particulières avec Sékou Touré. Et malgré les réserves de Pierre Messmer, de Gaulle céda finalement à cette pression. Ce même jour, à 12h, le marquis Gabriel d'Arbousier, administrateur des colonies, cofondateur du RDA et ami d'Houphouët-Boigny, fit également escale à Conakry. Il y rencontra Jean Maubernat, le dernier gouverneur de Guinée, qui l'informa du discours, qu'il prit connaissance et que Sékou Touré s'apprêtait à prononcer plus tard dans la journée. Maubernat, pris de court par Pierre Messmer, affirma n'avoir reçu ce discours que peu avant leur arrivée, ce qui s'avéra être un mensonge. Bien qu'il ait subi des réprimandes de Messmer, ce dernier, après avoir examiné le discours avec Bernard Cornut-Gentille, qui semblait complice de Maubernat, ne relevèrent pas d'incohérences notables qui imposeraient quelconque modification. Il est précieux de noter à ce stade que quelques jours avant l'arrivée de Gaulle à Conakry, le 18 juillet 1958, Djibo Bakary présida le congrès de Cotonou, rassemblant divers leaders africains sous l'égide du PRA, Barry III et Barry Diawandou ayant fusionné, DSG et BAG, étaient présents sous l'étiquette du PRA. À l'issue des débats, la majorité des participants vota pour l'indépendance immédiate des territoires d'Afrique de l'Ouest, ce qui provoqua l'ire et l'effroi des autorités coloniales, craignant ainsi pour la souveraineté de la métropole. Ce contexte nationaliste contraignit la France confrontée à des priorités contradictoires à faire des choix. D'une part, il y avait la situation en Algérie, riche en ressources pétrolières et gazières, territoire où les tensions entre le FLN et les généraux français s'intensifiaient. Plus encore dans le secret absolu, il se préparait les premiers essais nucléaires, dans le désert près de Regan. Ces essais débuteront le 13 février 1960, ils dureront jusqu'en 1966. D'autre part, un référendum se profilait sur les territoires et que l'idée d'indépendance comme une traînée de poudre faisait son chemin, que l'exploitation des gisements de bauxite en Guinée était cruciale pour l'industrie sidérurgique française. Dans le même temps au Cameroun, régnait une répression sanglante sur les leaders de l'UPC, Union des populations du Cameroun, tels que l'exécution de Ruben Yubé et ses compagnons, par les troupes coloniales sous les ordres de Pierre Messmer, témoignera de la brutalité du régime colonial. Quelque temps plus tard, la France parachèvera d'assassiner à Genève Félix Moumié.
Le Niger, quant à lui, représentait un enjeu stratégique majeur en tant que principal fournisseur d'uranium, un minerai vital pour la souveraineté énergétique de la France. Face à toutes ces menaces, la métropole, désireuse de maintenir sa position parmi les grandes puissances industrielles après la Seconde Guerre mondiale, prit des décisions drastiques concernant le Niger. Dans un discours prononcé à Bordeaux en 1947, De Gaulle affirmait que perdre l'Union française serait un abaissement susceptible de compromettre l'indépendance de la France. François Mitterrand, en 1957, évoquait quant à lui la nécessité de préserver les relations avec les pays africains, soulignant que la France ne devait pas considérer ces nations comme de simples concurrents, mais comme des partenaires essentiels. Ces réflexions, empreintes d'une actualité troublante, nous rappellent l'importance conflictuelle des relations franco-africaines et les enjeux qui les sous-tendent. Notre analyse des territoires coloniaux révèle un espace conçu principalement pour servir les intérêts de la métropole. En tant qu'Africains, nous avons un regard particulier sur cette réalité, ce qui nous permet d'approfondir notre compréhension touchant à la dissolution de l'empire colonial et des conséquences néfastes qui ne tarderont pas à se manifester avec l'avènement de la Ve République. L'histoire récente nous éclaire sur le démantèlement des bases françaises dans la région du Sahel entre 2023 et 2024, avec une attention particulière portée sur le Niger. Nous nous rappelons de la situation délicate dans laquelle se trouvait l'ambassadeur de France, en résidence surveillée pendant plusieurs jours, une condition qui a conduit à une résolution favorable concernant la souveraineté de l'État. À moyen et long terme, cela pourrait avoir des répercussions significatives pour la France, qui risque de perdre l'accès aux ressources en uranium du Niger, essentiel à sa souveraineté énergétique, tant civile que militaire. Dans le contexte économique européen actuel, marqué par des enjeux écologiques et climatiques, la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays, ainsi que des dynamiques géopolitiques complexes, notamment avec l'ascension de leaders tels que Trump et ses ambitions hégémoniques, nous sommes témoins de risques croissants liés à la réorganisation des alliances. Les tensions entre les pays pro-OTAN à l'est de l'Allemagne et ceux de l'ouest de l'Allemagne, favorables à une armée européenne sous le parapluie nucléaire français, se manifestent dans un cadre déjà chaotique, aggravé par la guerre en Ukraine et les luttes de pouvoir au Moyen-Orient. Ces dynamiques pourraient entraîner de profonds changements d'alliance et de leadership à l'échelle mondiale. Ces changements pourraient avoir des conséquences potentiellement désastreuses pour le continent africain, qui est déjà confronté à de nombreux défis. Il est essentiel de suivre ces développements avec attention et de réfléchir aux implications pour l'Afrique et le monde entier. Sékou Touré, bien qu'il n'ait pas été véritablement élu, a joué un rôle crucial en tant que l'un des compagnons de l'indépendance et un des fondateurs de la République. Je reconnais en lui l'homme du 28 septembre dans l'importance de son discours prononcé le 25 août 1958, qui a résonné avec les aspirations profondes de la population tout entière, longtemps soumise aux contraintes de l'administration coloniale et à celles des chefs de canton qui ont fini par perdre tous leurs attributs ancestraux, liés à leur rôle traditionnel de leader et de représentant de leur communauté. Ce rôle qui a été réduit et savamment orchestré par les colons à celui de simple receveur subalterne, chargé d'exécuter les ordres de l'administration coloniale. Les chefs de canton ont été contraints de mettre en œuvre des politiques et des décisions prises par l'administration coloniale, souvent sans tenir compte des besoins et des intérêts de leur communauté. L'irresponsabilité de certains de ces chefs de canton est étroitement liée à leur perte de pouvoir et d'autonomie, ainsi qu'à leur rôle limité dans la prise de décision, contrairement à tous les autres territoires de l'AOF où ces coutumes perdurent encore. Cette situation a créé des tensions et des conflits entre les chefs de canton et leur communauté, ainsi qu'entre les chefs de canton et l'administration coloniale. La perte d'autonomie et de pouvoir ont eu également des impacts négatifs sur la cohésion sociale et la stabilité des communautés. En témoigne l'arrêté du 31 décembre 1957, signé par Fodéba Keïta, mettant fin à la chefferie traditionnelle en Guinée, encore sous la 4e République française. Ce coup de dissolution semble avoir été influencé par les groupes communistes français établis en Guinée. Il est important de noter que la Guinée abritait un nombre important de Français, notamment des communistes, sous l'empire colonial. Sékou Touré a ainsi cherché à venger ses frustrations électorales face à des adversaires soutenus par la chefferie du Fouta, ce qui a conduit à des tensions durables dans cette région. Son hostilité ne s'est pas limitée au Fouta, mais s'est étendue depuis la Basse-Côte jusqu'à la région forestière, longtemps considérée comme le parent pauvre du pays, malgré ses immenses richesses, fief pourtant maintenu au sein du RDA grâce à l'influence et à la présence ancrée de Nian Félix Mato. Sékou Touré, bien loin de son discours du 25 août 1958 à la tribune de l'Assemblée territoriale, apparaîtra sous un jour différent, avec des traits ambivalents comme Janus qui m'amène à le comparer au général Pétain des années 39 à 45.
Un passage du récit de Jean-Marie Adiafi le caractérise bien, disant que celui qui veut assassiner son peuple détruira son âme, profanera ses croyances, ses religions, niera sa culture et son histoire. Pour atteindre ses objectifs, il a sacrifié l'ensemble des structures coutumières, en éliminant la chefferie traditionnelle, forçant des figures comme Séfoulé Diallo à renoncer à leur héritage. Ce phénomène, sans précédent dans le reste de l'Afrique, a créé une rupture dans la transmission des valeurs entre les institutions traditionnelles et la République. L'éditorial du 17 septembre 1971 du journal Oroya nous permet d'appréhender l'euphorie du régime, convaincu d'avoir achevé son œuvre. Cependant, cette période de 26 années de souffrance a laissé des cicatrices profondes dans le cœur du peuple guinéen. À partir de 1984, une année charnière, les Guinéens ont eu l'opportunité de réfléchir sur le parcours tumultueux de leur nation entre 1958 et 1984, ainsi que sur les dérives du régime. Avant 1969, l'équilibre régional au sein de l'armée était préservé grâce à la vigilance de ses précurseurs, tous tragiquement exécutés lors du complot Caman-Fodéba. Sous le régime de Lansana, compté après les purges et à partir de 1986, une tentative de restructuration a été amorcée. À l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir en 2010, Maître Kablé Camara, alors ministre délégué à la Défense pour un laps de temps, s'est illustré à la tête de réformes ambitieuses et courageuses. Il mettra courageusement sa conviction à rétablir cet équilibre. Cependant, son élan a été brutalement interrompu avec l'arrivée comme ministre de la Défense de Mohamed Diané, flanqué de son chef d'état-major le général Namori Keïta avec la complicité active d'un certain nombre d'officiers influents. Ils se sont évertués à initier un programme d'ethnicisation de l'armée. Le CNRD chercherait-il à parachever cet objectif périlleux? Avec la massification d'une communauté particulière au sein de l'armée, la question est sur la table. Une armée fondée sur des bases d'appartenance régionale ou communautaire soulève des questions cruciales quant à la stabilité du pays et au risque de dérive, comme celles observées au Rwanda. Cette situation, qui semble nous être imposée, s'écarte dangereusement des idéaux de notre histoire commune. Il est préoccupant de constater la démission générale et l'absence d'indignation face à ces dérives. Que ce soit nos chefs religieux, qui se complaisent dans des discours convenus, les membres de la société civile, absents, ou les syndicalistes dépouillés de toute substance, il est alarmant de voir que personne ne s'insurge contre ce spectacle dangereux et antidémocratique. Cela témoigne d'un état de déliquescence au sein de notre société et de nos élites. En repensant aux 26 années d'horreur du premier régime, il est évident que nous avons contribué à façonner un pouvoir tyrannique, nous comportant comme de simples bouffons, prétendant agir courageusement, mais agissant en réalité tétanisés dans l'ombre, de peur des répercussions. Aujourd'hui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est à craindre que, dans un avenir proche, les mêmes insouciants au chevet de la junte actuelle applaudiront les nouveaux dirigeants d'une énième junte. Ce cycle semble se répéter inlassablement en Guinée depuis 1984. Et nous ne tirons manifestement aucune leçon des épisodes tragiques de notre histoire. Posons-nous la question qui s'impose, avons-nous définitivement perdu le peuple du 28 septembre 1958? Que reste-t-il de cette mémorable épopée? Il est important de rappeler aux historiens, qui manquent parfois de repères, que ni Barry III ni Barry Diawandou n'ont adhéré au PDG et n'ont fait preuve de compromission. Après le référendum, ils ont dissous le PRA, né de la fusion de la DSG-MSA et du BAG. Ils rejoignirent individuellement le gouvernement de l'entente avec pour seul objectif préserver l'unité en faveur du non et d'éviter à la Guinée de se retrouver dans une situation similaire à celle du Niger ou du Cameroun. Il est essentiel d'explorer de manière lucide et approfondie notre véritable histoire et les aspirations qui ont conduit à notre indépendance, ainsi que le compromis qui a permis d'apaiser nos rancœurs pour bâtir une nation. Malgré tous les troubles, nous avons réussi à doter la jeune République des outils nécessaires à son développement, en mobilisant des compétences humaines précieuses, tant nationales qu'internationales. Ces efforts méritent toute notre reconnaissance. Nous devons honorer ceux qui ont contribué à cette accession unique et exceptionnelle. Les véritables héros de notre indépendance et de notre République, malheureusement enfouis dans des fosses communes, resteront à jamais les véritables compagnons de l'indépendance, les fondateurs de notre République. Je rends également hommage à l'intelligentsia d'ici et d'ailleurs qui a offert son génie à notre nation sans attendre de contrepartie. Je rends hommage à la mémoire de tous les militants, toutes tendances confondues, qui ont sacrifié leur vie pour défendre leurs convictions en faveur d'une société commune libre dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. La violence politique et la violence d'État ont fini d'anéantir le rêve guinéen. Il est honteux que l'État sous emprise s'enlise en dissimulant les preuves des crimes commis en son nom,
niant même l'existence de fosses communes, pourtant documentées par de nombreuses organisations, telles que l'AVCB et l'OGDH, ainsi que l'ONU et tant d'autres. L'histoire nous rappelle des vérités souvent inavouées. De nombreux puits abandonnés dans certains quartiers de Conakry renferment des corps de suppliciés toujours sans sépulture, victimes des régimes d'avant l'indépendance. D'autres ont été jetés à la mer, nuitamment lors des rafles de 1964, où de nombreux innocents, souvent sans pièce d'identité, ont été purement et simplement assassinés, enfouis dans des sacs puis jetés à la mer. Nous ne pouvons non plus oublier ceux qui, non répertoriés, ont été éliminés par des officiers de haut rang lors des massacres au pont du 8 novembre en janvier 2007, ou ceux au stade en 2009, enterrés à la hâte entre la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Certains ont été encore de façon récurrente jetés à la mer par des officiers militaires toujours en liberté, jouissant d'une impunité totale. Toutes ces disparitions et atrocités commises à ce jour demeurent étouffées sous silence. Il est temps que la vérité éclate, au prix de notre engagement pour une réconciliation durable. Ces crimes odieux ont engendré un climat de peur et de méfiance. Les dirigeants qui nous gouvernent semblent vouloir nous enfermer dans le souvenir tragique de ces cimetières fantômes, qui hantent nos consciences et empêchent notre pays d'avancer. Il est crucial de rappeler que le palais de la Colombe, actuel bureau de la primature, était, à l'origine, la demeure de feu Yacine Diallo, acquise grâce à ses revenus de député avant l'indépendance. Cette maison a été expropriée sans procès, et ses héritiers légitimes ont été ignorés. Peu se souviennent de la fin tragique de Yacine Diallo. Encore plus grave, nous ignorons pour la plupart d'entre nous où reposent nos devanciers. En France, les plages de Normandie et du Sud sont chaque année le théâtre de commémoration pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de la France et de l'Europe. Parmi ces héros, de nombreux Africains ont payé le prix du sang pour que nous puissions jouir, aujourd'hui et pour toujours, du droit à la liberté, sur toute l'étendue du monde globalisé. Aux États-Unis, le cimetière d'Arlington, lieu de mémoire, rend hommage aux milliers de soldats qui ont donné leur vie pour la démocratie dans le monde, depuis les héros de la guerre d'indépendance jusqu'aux soldats de la Seconde Guerre mondiale et des conflits récents. Dans les régimes totalitaires, en revanche, l'oubli est le tombeau des sans-noms, n'ayant porté que des matricules, l'histoire les concernant s'écrivant alors que sur des pages blanches immaculées de sang. Si nous devons célébrer un despote et chantre de l'abomination, pourquoi alors ne pas célébrer des figures comme Pol Pot, Staline, Ceausescu, Idi Amin Dada ou même Hitler? Ces tyrans comme livre de chevet ont sans doute pour la plupart lu l'aveu d'Arthur London, relatant les horreurs de la Tchécoslovaquie en janvier 1951. La dignité du peuple de Guinée devra-t-elle alors passer par la reconnaissance et la condamnation ferme, sans équivoque de tous les assassinats et actes ignobles commis en son nom? Oui, je le crois profondément. Les pays du monde pour lesquels nous craignons un regard désapprobateur nous observent dans notre capacité à nous déterminer face à l'horreur et pour la dignité de notre pays. Nous allons devoir désengager le peuple de Guinée face à nos frères africains des pays comme le Ghana, le Cameroun, la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Pour cela, il faudra mettre au grand jour les conditions réelles de la disparition de Kwame Nkrumah, coprésident comme le fut Saïfoulé Diallo, vice-président au lendemain du 2 octobre 1958, le temps pour Sékou Touré de verrouiller son pouvoir diabolique qui s'abattra sur le pays. Il nous faudra interroger sur le sort des compagnons de Nkrumah qui avaient trouvé refuge en Guinée, dont plusieurs ont été envoyés au camp Boiro. Il faudra également révéler ce qu'il est advenu de la dépouille de Félix Moumié. En effet, son épouse, venue chercher ses restes, a trouvé une tombe vide, alors que son corps, après son assassinat par les services secrets français, avait été transféré depuis Genève à Conakry où il fut officiellement inhumé par le PDG. En outre, nous devrons interroger nos archives pour expliquer l'assassinat tragique et mystérieux d'Amilcar Cabral. Il est connu que Sékou Touré a admis à la tête du PAIGC un métis, par dépit, et que cela a eu des conséquences sur la marche de cette révolution. Les extraits d'audio des membres du BPN, cercle restreint du PDG, montrent à suffisance leurs limites et carences idéologiques. Ils ont tous admis n'être que de simples valets exécuteurs d'ordre de leur maître. Le 5 septembre 2021, après le coup d'État, j'avais affirmé dans une adresse que le chef de la junte devait d'abord faire le ménage dans son propre camp, sinon il risquait d'y être englouti. C'est comme lors d'une épidémie dans une ferme avicole. Les unités de cette ferme sont désaffectées avant d'être réapprovisionnées en nouveaux sujets. Faute de quoi, la contamination sera permanente. Les héros dont ils se réclament ne sont en réalité que des chefs sanguinaires, chefs de guerre, chefs de leur seul territoire,
loin d'avoir s'unifié notre nation, dont ils n'avaient aucune idée des limites territoriales. En revanche, ces territoires, sans ces prétendus chefs de guerre, ont pu devenir de véritables entités soudées et réunies sous la seule bannière de l'indépendance, pour que vive la République. J'avais souhaité participer à cette transition, qui a mis fin aux ambitions abracadabrantesques de l'ancien président déchu. Cela aurait nécessité de répondre aux attentes du peuple guinéen, qui exigeait un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Le CNRD aurait pu, en l'absence d'une démission de l'ancien président, exiger que Damaro Camara, président de l'Assemblée nationale, qu'il organise des élections libres et transparentes. Ce scénario aurait également été pertinent après la mort du général Conté. Sidadi Camara avait pris l'initiative d'encourager le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Aboubacar Somparé, à organiser des élections dans les 3 mois qui suivirent la vacation du fauteuil présidentiel. Nous aurions probablement évité des tragédies, comme celle de 2009 au stade du 28 septembre. Face au flou persistant autour des véritables motivations du CNRD, quelque peu dubitatif, je reste persuadé que l'épreuve du temps fera émerger la vérité. Les responsables du CNRD, devant les symboles de la justice, devront agir en patriotes et républicains, en évitant toute violence. C'est encore du domaine du possible. Dois-je rappeler que seul Dieu détient la boussole et reste maître des horloges? Être patriote et républicain n'est pas une mince affaire. Cela nécessite des compétences et une détermination solide. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. À l'avenir, personne n'aura aucune légitimité à moins d'être choisi librement par le peuple guinéen lors d'une consultation inclusive et transparente. Au décès du général Lansana Conté, nous avions l'opportunité de remettre la Guinée sur de bons rails. L'espoir était palpable. Nous avions convenu de doter notre pays d'une nouvelle constitution, qui aurait permis à des candidats n'ayant jamais été au pouvoir de se présenter. Cette constitution semblait recueillir l'adhésion générale. Il aurait été essentiel d'expliquer cette constitution au peuple pour garantir sa compréhension, et de prendre le temps d'aller à la rencontre des citoyens pour qu'ils en saisissent les enjeux. Cela aurait permis d'adopter finalement cette loi fondamentale par voie référendaire, avec l'approbation éclairée du peuple. Malheureusement, nous faisons face à une force sournoise que je nomme la pieuvre, qui s'emploie à entraver notre pays, corrompant et incitant à l'aventure. Cette force constitue un obstacle majeur à la démocratie et à la stabilité de notre pays. La Constitution de 2010 reste plus que valide. Nous ne pouvons faire fi du long combat mené entre autres par le FNDC, les forces vives et les partis politiques. Elle nécessitera un examen approfondi. Il est probable qu'un toilettage et l'insertion d'amendements soient nécessaires pour l'adapter aux besoins actuels du pays, garantir sa pertinence et son ancrage définitif. En cherchant à satisfaire des intérêts particuliers, les acteurs politiques et publics qui suivent la dynamique du CNRD risquent de créer des problèmes inextricables. La nouvelle constitution qui se prépare à être votée pourrait également se voir jetée aux orties si elle s'imposait sans consensus et sans prise en compte des circonstances actuelles, particulièrement critiques, marquées par une crise profonde et alarmante qui ne cesse de s'intensifier. Je crois aussi fermement que le peuple de Guinée finira un jour par voter massivement en faveur d'une authentique constitution qui reflètera nos aspirations profondes et qui sera défendue contre toutes les tentatives de déstabilisation dans l'avenir. S'agissant de la question de la réconciliation, qui interpelle tous les Guinéens, elle ne peut se résoudre dans l'unilatéralisme ou l'oubli collectif. Il est impératif de prendre en compte les racines de la violence politique qui nourrissent nos divisions depuis 1954. Pour faire preuve de décence morale et mémorielle, il est essentiel d'honorer la mémoire de tous les militants des divers partis politiques qui ont perdu la vie dans des violences tragiques, simplement pour avoir choisi de défendre leur destin en toute liberté. Ces individus sont les véritables artisans de notre indépendance, et leur mémoire mérite d'être préservée avant tout préalable. Si les acteurs politiques avaient pris le temps de rendre hommage à ces milliers de militants disparus depuis le 2 octobre 1958, nous ne serions pas là aujourd'hui à nier et à falsifier notre histoire, encore moins à creuser le fossé qui nous divise depuis 67 ans. Cette omission a engendré l'émergence de nombreux négationnistes, des héritiers empreints de violence et de haine. Les choix irresponsables que nous avons faits ont coûté à la Guinée 67 ans de stagnation, motivés par la lutte pour le seul contrôle des ressources et des richesses du sous-sol, laissant notre pays dans une inertie, pourtant doté d'un potentiel agricole énorme, incapable d'assurer sa propre sécurité alimentaire et par conséquent sa souveraineté. Ceux qui occupent illégalement le pouvoir, ou qui sont rarement élus, pensent à tort qu'un simple geste pourrait effacer les crimes commis.
Ils se trompent. Ces actes imprescriptibles représentent un fardeau pour ceux qui inlassablement exploitent le pays. Il est crucial de mettre un terme à cette situation pour préserver l'avenir de nos générations futures. La réconciliation ne peut être imposée comme une obligation. Elle doit émerger du respect des familles des victimes et de la reconnaissance de leurs souffrances. Ceux qui prônent une réconciliation sans justice militent en réalité contre la paix. Le pardon s'acquiert avec le temps, non par décret, mais plus par la volonté collective de vérité. Cet espace, je le dédie à mon jeune frère Baudine Baldet, chercheur écrivain, fils de l'illustre feu Baldet Ousmane, grand argentier de notre pays enlevé à la tendresse des siens par la barbarie du PDG. Ce jeune décédé, dans un de ses écrits, laisse cette phrase à titre posthume. Mémoire de la Guinée, entre une réconciliation nécessaire de tous les Guinéens entre eux et celui de l'impossible oubli. Véritable dilemme d'une réflexion profonde sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre la réconciliation et la mémoire collective. Les préalables à cette réconciliation doivent inclure l'inscription dans la Constitution de l'imprescriptibilité des crimes d'État, la reconnaissance des faits criminels et la collaboration avec des pays experts pour aider à identifier tous les corps se trouvant dans les fosses communes et restituer dignement les restes aux familles des victimes. La justice doit être indépendante pour juger sans condition tous les assassinats perpétrés sous tous les régimes, sans distinction. De plus, il est impératif de réhabiliter tous les martyrs injustement condamnés. D'édifier un panthéon pour rendre hommage à nos illustres disparus. De restituer les biens spoliés et de dédommager les familles touchées par l'arbitraire. Nous devons également interroger le passé. Qui sont les bourreaux? Qui sont les victimes? Il est urgent de les nommer pour favoriser la paix et la sérénité. Nous devons dépasser le tabou des non-dits et entreprendre une quête de vérité mémorielle. À l'instar de l'Afrique du Sud, où un moratoire a permis aux bourreaux de se confesser, une démarche similaire pourrait être envisagée pour la Guinée, sans céder à l'unilatéralisme qui impose l'oubli. Les assises nationales doivent être un espace de dialogue pour cimenter notre nation, encourageant tous les Guinéens à prendre des décisions qui nous engagent durablement. Un appel solennel à une mobilisation générale en faveur de l'entente est également nécessaire. La CRIEF, chargée de démanteler les biens mal acquis, et le tribunal pénal de Dixine, destiné à juger les crimes imprescriptibles, doivent perdurer au-delà de la transition pour assainir nos institutions. Le chef de la junte doit assumer la responsabilité de ses actes. L'avenir de la Guinée dépendra de sa capacité à privilégier l'unité nationale, sans céder aux tentations du pouvoir. C'est le moment crucial pour lui de redonner la voix aux Guinéens, libérer les médias, libérer les détenus d'opinion, retrouver au plus vite ceux kidnappés et engager un dialogue sincère pour lui permettre de sortir par la grande porte. La Guinée a une histoire riche et elle continuera d'exister au-delà des conflits actuels. Au nom du devoir de mémoire, j'appelle les Guinéens à réfléchir profondément, à faire appel à leur intelligence collective. Notre pays ne se construira plus sur la haine et la violence, mais sur la paix, la tolérance et le respect mutuel. C'est ensemble, dans la vérité et la réconciliation, que nous pourrons envisager un avenir meilleur. Une réflexion s'impose. Lorsque nous aurons exorcisé les vieux démons de nos esprits et de nos consciences, une véritable renaissance intellectuelle nous obligera à faire société en renforçant notre nation. Il sera alors impératif de mettre fin à cette valse effrénée du régionalisme au pouvoir en plein dans ses contradictions. Nous devrons avoir le courage de briser le verrou qui gangrène nos comportements. Il est de notoriété publique que l'avènement possible d'un Peul à la magistrature suprême déclenche un tollé chez certaines communautés, qui seraient motivées par des préjugés et des stéréotypes. Cela doit cesser et combattu avec fermeté. Qu'on le veuille ou non, un Peul devra accéder aux plus hautes fonctions pour mettre un terme à cet enlisement d'ethnicistes insupportable. Je tiens à préciser que mon propos n'est pas équivoque. Tôt ou tard, je dis bien, un Peul sera aux affaires. Il s'agira de parachever ce que les autres entités n'ont pas su accomplir au cours de notre histoire politique. Nous devrons prendre une décision avec discernement, en tenant compte de tous les éléments, pour choisir la voie qui s'imposera naturellement. Refuser de soutenir un candidat en particulier est une chose compréhensible, mais vouloir empêcher délibérément et catégoriquement l'accès à la direction du pays à un Peul serait assimilable à une division du pays. Il est encore temps de transcender nos divisions et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. L'histoire politique de la Guinée offre plusieurs leçons précieuses. La nécessité d'impliquer tous les acteurs politiques et les membres de la société civile dans le processus décisionnel est essentielle.
Un dialogue ouvert et inclusif permet de dissiper les tensions et de construire un consensus autour des enjeux nationaux. L'État doit veiller à établir des institutions solides avec des mécanismes de contrôle et d'équilibre pour prévenir les dérives autoritaires et garantir la démocratie tout en évitant les dangers de la concentration du pouvoir. Le devoir de mémoire permet de construire une identité collective et d'éviter la répétition des erreurs passées. Reconnaître et aborder les injustices du passé est crucial pour la réconciliation nationale. Promouvoir l'éducation civique et la sensibilisation aux droits et aux responsabilités des citoyens est vital. Cela permet aux citoyens de mieux comprendre leur rôle dans la société et de s'engager activement dans la vie politique. Les conflits internes et la violence politique doivent être combattus par des mécanismes pacifiques de résolution des conflits. Des institutions judiciaires et médiatrices indépendantes peuvent faciliter la gestion des différends. La protection des droits humains doit être au cœur des politiques publiques. Tous les gouvernements doivent s'engager à respecter et à promouvoir les droits fondamentaux de tous les citoyens pour construire une société juste et équitable. La transparence dans la gestion des affaires publiques et la responsabilité des dirigeants sont essentielles pour instaurer la confiance entre les gouvernements et les citoyens. Cela peut également réduire la corruption et favoriser une gouvernance efficace. L'État doit être attentif à la diversité de leur population et à la nécessité de représenter équitablement tous les groupes. Cela permet de prévenir les tensions communautaires et de favoriser la cohésion sociale. En clair, veiller à l'équilibre des intérêts régionaux et communautaires. En plaçant au premier plan ce qui nous unit au service de l'intérêt supérieur de la Guinée, nous serons en mesure d'atteindre nos objectifs fondamentaux et propulser notre pays sur la voie du développement durable. Cela pourrait faire de la Guinée un acteur central dans la sous-région, positionnant notre nation comme l'épicentre économique pour les États voisins dont nous dépendrons à moyen et à long terme. Pour ma part, face à tant d'injustice, d'ignominie, de cruauté et de méchanceté, une réflexion profonde m'a préservé du poids de la haine. Je suis uniquement guidé par la volonté de bâtir un état de droit qui rétablira la dignité de ceux injustement accusés. Par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux, je laisse à ceux dont la conscience est alourdie par l'héritage de crimes odieux le fardeau de l'ignominie qui nous écrase, en espérant qu'ils puissent trouver un jour le salut. Cet écrit s'adresse également à la mémoire des justes. Ceux qui ont cru à l'esprit du peuple. Ceux qui ont souhaité des ponts entre tous les peuples épris de liberté, de justice et de solidarité. Ceux qui furent des lanternes et ont illuminé notre chemin vers l'indépendance. Ils s'étaient engagés à construire la nation et passer le témoin pour l'avenir. Malheureusement, des gens venus du néant, sans humanité, des errants démoniaques à qui leurs maîtres blancs ont distillé des idées néfastes dans leur cerveau fragile, ont sclérosé leur discernement. Puissions-nous être frappés par la grâce de la Toute-Puissance et nous retrouver sur le chemin de nos devanciers tragiquement disparus, précurseurs de notre indépendance. Et que nous prenions à bout de bras notre histoire commune, riche de ses composantes, ingrédients nécessaires pour cimenter la nation tout entière, comme le froment est nécessaire pour faire du pain. Que Dieu veille sur les Guinéens et les protège. Vive la République, vive la Guinée. Alpha Oumarou Bari.